Ma mère s'est moquée pendant des années de mon diplôme de design inutile, mais j'ai remboursé son prêt immobilier, décidé de couper les ponts avec eux, et ce que j'ai fait ensuite les a laissés sans voix. Je suis un homme de 27 ans, et je dois commencer depuis le début. Je me suis démené pendant des années pour bâtir mon entreprise tandis que ma famille me traitait comme une véritable ordure et me comparait à mon bon à rien de frère. Cela a littéralement toujours été comme ça. Grandir dans ma maison, c'était comme s'entendre dire « tu joues dans la mauvaise équipe 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ». Mes parents étaient obsédés par les carrières pratiques, surtout ma mère, Karen. Oui, littéralement Karen. Toute sa philosophie était simple, trouve un vrai travail, gagne de l'argent réel et ne perds pas ton temps avec quoi que ce soit de créatif. Mais il ne s'agissait pas seulement de travail. C'était cette obsession malsaine pour le statut et les diplômes. Notre salon était essentiellement un sanctuaire dédié aux diplômes prestigieux et aux associations d'anciens élèves. Ma mère avait son diplôme de Cornell encadré dans un ridicule cadre doré juste au-dessus de la cheminée. Le diplôme de droit de Yale de mon père était accroché à côté, même s'il travaillait comme cadre intermédiaire en entreprise et n'avait jamais pratiqué le droit un seul jour de sa vie. Ils étaient membres cotisants de tous les clubs d'anciens élèves dans un rayon de 50 miles et ne pouvaient s'empêcher d'en parler. Chaque dîner de famille se transformait en une sorte d'étrange compétition de frime. Avez-vous entendu dire que le fils des Johnson est entré à Princeton? Ou que la fille des Miller vient d'être acceptée en faculté de médecine à Johns Hopkins? C'était épuisant. Ils classaient littéralement nos voisins en fonction de l'université qu'ils avaient fréquentée. Quiconque était allé dans une université d'État aurait tout aussi bien pu être invisible. Mon père, Tom, faisait semblant d'être décontracté, mais c'était complètement bidon. Il feignait d'écouter avant de rejeter tout ce que je disais. Et mon frère aîné Jared, un homme de 29 ans, était l'arnaqueur ultime. Le gars ratait la plupart de ses cours à l'université, maintenant à peine une moyenne de 1,9 dans un programme de commerce quelconque, mais avait réussi à convaincre mes parents qu'il était en passe de devenir le prochain Elon Musk. Il créait de fausses diapositives PowerPoint pour montrer la croissance des investissements et a convaincu mes parents qu'il était un entrepreneur de génie. Il a même prétendu une fois avoir rencontré un type de Goldman Sachs chez Subway et en a fait un faux stage. Pendant ce temps, il travaillait à temps partiel dans une boutique de vapotage. Moi, j'étais traité comme quelque chose qu'ils auraient trouvé collé à leurs chaussures. Non pas parce que j'étais un fauteur de troubles, j'avais des notes correctes et je ne m'attirais pas d'ennui. J'avais juste eu l'audace de vouloir faire du design graphique. Je me souviens encore du moment exact où je leur ai dit que j'allais étudier le design graphique. Nous prenions le dîner du dimanche et ma mère parlait de l'enfant de son ami qui était entré à la faculté de droit de Harvard. J'ai choisi ma spécialisation, ai-je dit pendant un moment de silence. Je vais étudier le design graphique. Le silence qui suivit fut assourdissant. Ma mère s'est figée. Le visage de mon père est devenu complètement vide. Tu plaisantes, a finalement dit ma mère, agissant comme si j'avais annoncé que je voulais devenir souffleur de bulles professionnel. Non, je ne plaisante pas. Je suis vraiment doué pour ça, et il y a un solide potentiel de carrière, ai-je répondu. Mon père m'a interrompu. Aucun de mes fils ne va gaspiller 4 ans à dessiner des images. Ce n'est pas la maternelle. Ce n'est pas dessiner des images. Qu'est-ce qu'on va dire aux gens? Que notre fils est un artiste? Je n'ai cependant pas reculé. Et c'est là que la guerre froide a vraiment commencé. Je pense que ce qui les a le plus énervés, c'est que j'ai refusé de jouer à leur stupide jeu d'ascension sociale. Mes parents étaient tellement obsédés par les apparences qu'ils ne pouvaient pas comprendre que quelqu'un choisisse une carrière basée sur une véritable passion. Ils voyaient l'université comme un moyen de collectionner des sujets de vantardise, pas de poursuivre quelque chose de significatif. La vérité, c'est que je créais des trucs depuis que j'avais environ 12 ans. J'ai commencé avec des trucs basiques sur Photoshop, en faisant des mèmes avant même que les mèmes ne soient une chose. Au lycée, je redesignais des logos pour le plaisir, créais des graphismes personnalisés pour les réseaux sociaux de mes amis, et même des t-shirts pour les événements scolaires. Mes camarades de classe trouvaient mes designs géniaux. J'ai même gagné quelques centaines de dollars en vendant des créations d'affiches personnalisées à des jeunes pour leur chambre d'étudiants. Mais quand je montrais mon travail à mes parents, il n'y avait que des roulements d'yeux et des soupirs. En dernière année de lycée, les lignes de bataille étaient tracées. Je postulais dans des écoles d'art avec de solides programmes de design tandis que mes parents laissaient accidentellement des brochures de la Wharton Business School sur mon lit.
Le jour où ma lettre d'acceptation de la Rhode Island School of Design est arrivée a été à la fois le meilleur et le pire jour de ma vie de lycéen. Le meilleur parce que j'ai été accepté avec une bourse partielle. Le pire parce que ma mère a littéralement jeté la lettre à la poubelle quand elle pensait que je ne regardais pas. Je l'ai récupérée plus tard, et lissé les froissures, et les gardé cachées dans le tiroir de mon bureau comme une sorte de trésor interdit. Ce soir-là au dîner, ma mère a mentionné nonchalamment « Bonne nouvelle. Ton père a usé de ses relations et t'a obtenu un entretien garanti au programme de commerce de l'Université d'État. N'est-ce pas merveilleux ?» Jared a ajouté son grain de sel. C'est dans le commerce qu'est le vrai argent, frérot. Ne sois pas stupide. Je fixais simplement mon assiette, bouillonnant de rage, sachant qu'il n'avait aucune idée que j'avais déjà accepté l'offre de la RISD. Le pire, c'était la façon dont ils ne m'ont jamais dit carrément d'arrêter. Ils me sapaient constamment. Ma mère regardait mes projets de design et disait « C'est intéressant », sur ce ton qui signifiait clairement « C'est de la merde ». Mon père passait pendant que je travaillais et laissait tomber des commentaires comme « Tu sais, Mike de l'église vient de trouver une place pour son fils dans son cabinet d'ingénierie à 85 000 $ pour commencer », puis s'en allait. Ma première année à la RISD a été difficile financièrement. La dernière tentative de mes parents pour me forcer à aller en école de commerce a été de refuser de payer un centime pour mes études de design. J'avais un peu d'argent de bourse, mais pas assez. Je devais avoir 2 emplois à temps partiel entre les cours juste pour couvrir le loyer de ce minuscule appartement que je partageais avec 3 autres étudiants. Un travail à l'imprimerie du campus, un autre à livrer de la nourriture les week-ends. Pendant ce temps, Jared avait tout payé à la maison. Mes parents payaient ses frais de scolarité au médiocre programme de commerce de l'Université d'État, couvraient son appartement, lui donnaient une allocation mensuelle, et lui ont même acheté un nouveau MacBook pour l'école, qu'il utilisait principalement pour regarder Netflix. Et malgré tout ce soutien, il a quand même à peine réussi ses cours. J'ai dû trimer 10 fois plus dur que Jared juste pour être reconnu comme un être humain fonctionnel. Il obtenait un respect automatique de tout le monde dans la famille bien qu'il n'ait absolument rien fait pour le mériter. Quand j'ai obtenu mon diplôme avec mention, mon père a juste regardé sa montre pendant la cérémonie. Quand j'ai décroché mon premier vrai client, une foutue chaîne de restaurants, ma mère a juste soupiré. Pendant ce temps, Jared était loué pour avoir inventé des histoires sur ses relations d'affaires et son portefeuille d'investissement. Il disait des trucs comme « Je viens de conclure un accord qui va me rapporter 6 chiffres au prochain trimestre », et il lui faisait pratiquement une parade. En réalité, il travaillait à temps partiel dans une boutique de vapotage et empruntait de l'argent à ses amis pour maintenir les apparences. Mon cousin Zach était le seul à avoir jamais remarqué la supercherie. Il croisait parfois mon regard à table et me faisait ce petit signe de tête qui disait « Je vois ce qui se passe, moi aussi », mais il vivait dans un autre état, donc la plupart du temps j'étais seul à gérer leurs conneries. Pendant ma 2e année, j'ai participé à un concours national de design sur un coup de tête. J'ai passé des semaines à perfectionner cette série d'affiches interactives pour une ligne de produits écologiques fictive. J'y ai mis toute mon âme, travaillant jusqu'à 3 heures du matin la plupart des nuits, sautant des repas pour peaufiner les détails, et manquant même un partiel dans mon cours de théorie des couleurs. J'ai dû supplier le professeur pour un examen de rattrapage. Quand les résultats sont tombés, je n'en revenais pas, mention honorable et un prix de 2500 $. Pas la première place, mais c'était quand même énorme pour un étudiant de 2e année en compétition contre des étudiants de dernière année et des diplômés. J'étais tellement excité que j'ai appelé à la maison, brisant ma règle habituelle de contact minimal. Ma mère a répondu. « Salut maman. Devine quoi? Je viens de gagner une mention honorable à ce concours national de design, celui avec plus de 3000 participants. » Il y a eu une pause au bout du fil. « C'est bien, chérie. As-tu reçu le texto de Jared? Il vient de déjeuner avec le fils du colocataire de fac de ton père, qui travaille chez Goldman Sachs. Ils discutent d'opportunités de stage. » Et c'était tout. Sujet clos. Ma réussite a été instantanément éclipsée par le déjeuner de Jared. Ce qui a rendu les choses pires, c'est que le grand déjeuner de Jared était une pure connerie. J'ai appris plus tard par Zach que Jared avait juste croisé le type dans une sandwicherie, échangé environ 2 phrases, puis fabriqué tout ce scénario d'opportunité de carrière. Un coup classique de Jared. Ce schéma a continué tout au long de l'université. Chaque réussite de ma part était minimisée tandis que le fonctionnement le plus basique de Jared en tant qu'humain était célébré. J'ai refait l'image de marque d'une microbrasserie, Jared a réussi à ne pas rater son cours de marketing 101.
dîner au steak. En dernière année, j'avais complètement cessé de partager mes réussites. À quoi bon? Je me suis concentré sur la construction de relations avec des professeurs qui appréciaient réellement mon travail et sur le réseautage avec des professionnels de l'industrie qui venaient à nos présentations de portfolio. Je posais les bases d'une carrière pendant que ma famille était occupée à planifier la séance photo imaginaire de Jared pour la couverture de Forbes. À l'approche de la remise des diplômes, j'ai sauté le dîner de famille que mes parents avaient suggéré sans grand enthousiasme. À la place, j'ai célébré avec mon véritable système de soutien, mes colocataires, quelques amis proches du programme de design, et 2 professeurs qui étaient devenus des mentors. Après l'université, les choses sont devenues encore plus tordues. J'ai commencé à gagner pas mal d'argent avec mon entreprise de design. Pas riche au point d'acheter un yacht, mais assez pour me payer un bel appartement et ne pas m'inquiéter des courses, environ 75 000 $ par an. Assez solide pour un designer graphique dans ma région. Mon premier gros client après l'obtention de mon diplôme était cette application de fitness en plein essor qui avait besoin d'une identité de marque complète. Le fondateur était cet ancien athlète qui s'était fait avoir par une grande marque de sport, donc il tenait absolument à soutenir les créateurs indépendants. Nous nous sommes tout de suite bien entendus, et il m'a recommandé à 3 autres startups de son réseau. Soudain, j'avais une vraie liste de clients et des revenus stables. C'est à ce moment-là que mes parents ont commencé à s'intéresser bizarrement à ma vie. Ma mère appelait avec une fréquence suspecte, posant des questions détaillées sur ma petite entreprise de design. Mon père a commencé à m'inviter au golf, ce que je déteste, et à poser des questions désinvoltes sur mes finances pendant les trajets entre les trous. Puis ils ont commencé à me traiter comme leur putain de portefeuille. Ma mère m'envoyait des textos au hasard du genre, la facture d'électricité est de 342 $ ce mois-ci, je t'envoie mon Venmo, comme si j'étais juste censé la payer. Mon père a commencé à suggérer nonchalamment qu'il aurait besoin d'un petit coup de main pour les impôts fonciers ou un nouveau toit. Et Jared? On ne lui a jamais demandé un putain de centime. Les demandes ont commencé modestement, presque raisonnablement. Jim, le chauffe-eau est en panne. Pourrais-tu nous dépanner pour cette fois? Ou, Jim, les factures médicales de ta grand-mère s'accumulent. Peux-tu participer? J'ai appris plus tard par ma grand-mère qu'il ne lui avait jamais donné un centime de ce que j'avais envoyé. Bientôt, c'est devenu une habitude. Chaque mois, comme une horloge, une nouvelle urgence surgissait. La voiture avait besoin de réparation. La climatisation était morte. Les impôts fonciers étaient plus élevés que prévu. L'assurance habitation avait augmenté. Et ainsi de suite. Un soir après le dîner, alors que mes parents me demandaient de l'argent pour réparer leur terrasse, j'ai finalement posé la question. Pourquoi Jared ne participe-t-il jamais à tout ça, ai-je demandé, en regardant directement mon frère, qui faisait défiler son téléphone, complètement déconnecté. Le visage de ma mère s'est durci. Ton frère se concentre sur ses études et la constitution de son portefeuille d'investissement. Il pose les bases pour l'avenir. Il a obtenu son diplôme il y a 3 ans et il travaille dans une boutique de vapotage, ai-je dit platement. Mon père est intervenu. Ce n'est que temporaire. Il a de gros contrats en préparation qui nécessitent toute son attention. Tout le monde ne peut pas se permettre de diviser son attention comme tu le peux avec ton passe-temps. Jared n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Juste un sourire narquois. Donc, je gagne assez avec mon passe-temps pour subvenir à mes besoins et vous aider, mais il ne peut rien contribuer parce qu'il est trop occupé avec des contrats imaginaires, ai-je insisté. Tu ne comprends pas le monde des affaires, Jim, a dit ma mère d'un ton dédaigneux. Parfois, il faut dépenser de l'argent pour en gagner. Ton frère établit des contacts importants. Ouais, Jim, a finalement ajouté Jared. Certains d'entre nous jouent sur le long terme. Au début, j'aidais parce que je me sentais coupable de dire non. C'était toujours ma famille, n'est-ce pas? Ça a commencé avec des petites choses, 2 cents $ par-ci, 5 cents $ par-là. Mais il n'a pas fallu longtemps avant que je leur envoie environ 1000 $ par mois. Ce n'est pas une faute de frappe. 1000 $ par mois à des gens qui me traitaient comme de la merde. Mon meilleur ami Marcus était le seul à voir ce qui se passait. Mec, il te traite comme un distributeur automatique, pas comme un fils, me disait-il au dîner. Je savais qu'il avait raison, mais se libérer de cette culpabilité n'est pas facile. Le plus tordu, c'était la façon dont mes parents glissaient nonchalamment ces demandes financières dans la conversation comme si de rien n'était. Ma mère m'a appelé une fois, soi-disant pour prendre de mes nouvelles.
Elle a passé exactement 45 secondes à s'enquérir de ma vie, puis s'est lancée dans un monologue de 15 minutes sur le fait qu'ils avaient besoin de $1 200 pour un nouveau lave-linge et un nouveau sèche-linge. Quand j'ai hésité, elle a lancé sèchement, ce n'est pas comme si tu avais besoin de cet argent pour quelque chose d'important. Pas important? J'économisais pour un équipement de caméra de qualité professionnelle qui me permettrait d'étendre mes services à la photographie de produits pour mes clients. Mais à leurs yeux, tout ce qui concernait ma carrière n'était qu'une dépense futile. L'hypocrisie était ce qui me tuait vraiment. Mes parents vivaient dans une maison de 4000 pieds carrés dans un quartier chic. Papa conduisait une berline de luxe. Maman avait des sacs à main de marque valant des milliers de dollars. Ils faisaient des croisières dans les Caraïbes pendant que je budgétisais des ramens et de l'essence pour payer leurs factures. Jared, bien sûr, vivait sans payer de loyer dans leur maison d'amis, conduisait une voiture que mes parents lui avaient achetée, qu'il cabossait régulièrement, et recevait un investissement commercial mensuel qu'il dépensait en vêtements de marque et dans des restaurants chics où il essayait d'impressionner les gens avec ses fausses cartes de visite. À ce stade, je finançais essentiellement le style de vie de 3 adultes tout en étant traité comme la déception de la famille. Le plus fou, c'est que je savais que ça se passait mais je n'arrivais toujours pas à me libérer du cycle de la culpabilisation. C'est comme s'ils avaient une emprise psychologique sur moi. Ils m'avaient dressé depuis l'enfance à chercher leur approbation, et même si je savais qu'elle ne viendrait jamais, une partie de moi continuait d'espérer. Chaque fois que j'envisageais de leur couper les vivres, on me sortait une autre histoire sur le fait qu'ils pourraient perdre la maison ou que Jared était sur le point de décrocher un énorme contrat d'investissement qui réglerait tout. Et comme un idiot, j'envoyais plus d'argent. Ma propre vie était en suspens. Cet équipement de caméra que je voulais? Reporter indéfiniment. L'espace de studio de design que je rêvais de louer? Ça n'allait pas se faire. Les cours de design avancés que je voulais suivre pour développer mes compétences? Trop cher après avoir couvert la dernière crise de mes parents. Il a fallu un commentaire anodin d'un client pour que je réalise enfin à quel point cette situation était tordue. Je négociais un contrat pour une refonte majeure de site web, et quand j'ai annoncé mon prix, le client a dit « Ça semble bas pour quelqu'un avec votre portfolio. Ne vous sous-vendez pas. » Puis est arrivé le week-end du 4 juillet où tout a implosé. Ma mère a organisé un autre barbecue dans le jardin avec tous les parents. Je n'étais pas enthousiaste mais j'y suis allé quand même. Une partie pathétique de moi espérait encore qu'ils me verraient comme quelqu'un de valable. C'était leur tradition annuelle, inviter la famille élargie pour montrer leur maison, leurs affaires, et, bien sûr, le génie des affaires de Jared. Chaque année, je m'asseyais tranquillement dans un coin, ignoré, sauf quand quelqu'un avait besoin d'une boisson fraîche ou de plus de glace. Le barbecue était typique. Jared était le centre de l'attention, racontant à tout le monde sa dernière entreprise qui était sur le point de révolutionner l'industrie. De la pure connerie, mais ils hochaient tous la tête comme s'il était une sorte de génie. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais accidentellement laissé mes AirPods sur la table du patio quand je suis allé chercher plus de glace, et ils étaient toujours connectés à mon téléphone avec la fonction écoute en direct activée. J'ai entendu toute la conversation à travers mon téléphone en temps réel pendant que j'étais dans la cuisine. Quand je suis revenu dehors, j'ai nonchalamment ramassé mes AirPods sans dire un mot, écoutant simplement comment ils me démolissaient tout en leur souriant. Il y avait ma mère, riant en disant « Le petit passe-temps de dessin de Jim continue, j'imagine. Au moins, ça paie nos factures. » Mon père a ajouté « Je ne comprends toujours pas comment les gens peuvent payer de l'argent réel pour ces merdes de gribouillage sur ordinateur. » Jared a ajouté que je vivrais probablement dans leur sous-sol si nous ne prenions pas son argent chaque mois. Puis la conversation est devenue encore plus sauvage. Mon père a mentionné nonchalamment que c'était une bonne chose que je les aide financièrement parce que sinon, ce diplôme d'art serait complètement sans valeur. Ma mère a ajouté, s'il était vraiment intelligent, il aurait suivi la voie de Jared dans les affaires. Et Jared, cet imposteur, s'est penché en arrière sur sa chaise et a dit, c'est bon. Il finira par comprendre qu'il n'est pas un vrai designer. Il ne peut pas continuer à faire semblant éternellement. Puis mon père a commencé à montrer sa nouvelle montre, l'Omega à $6000 que j'avais payé pour son cadeau de retraite le mois dernier, en disant, au moins, le garçon est bon à quelque chose. J'avais vidé mon épargne pour cette montre Omega parce qu'il n'arrêtait pas de faire des allusions. Je pensais que ça le rendrait enfin fier. Il s'est avéré que ça lui a juste acheté un autre accessoire pour frimer tout en me traitant de blague. Le jour où je la lui ai donnée, il avait à peine souri. Juste un rapide merci avant de la mettre et de se tourner immédiatement pour la montrer à Jared, en disant, tu vois,
c'est de cette qualité dont je te parlais. Maintenant, je savais ce qu'ils pensaient vraiment du cadeau et de moi. Le pire? Tout le monde riait. Pas une seule personne n'a dit « Eh, ce n'est pas cool ». Mon oncle, pour qui j'avais aidé à concevoir un site web pour son entreprise gratuitement, gloussait avec eux. Ma tante, qui m'avait demandé des travaux de design gratuits pour son groupe d'église des dizaines de fois, hochait la tête en signe d'approbation. Je suis resté là, figé, les AirPods dans les oreilles, entendant toute ma famille se moquer de moi. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ce n'était pas seulement mes parents et Jared. C'était toute la culture familiale. Le succès n'était mesuré qu'en fonction de certaines carrières et de symboles de statut. Tout ce qui était créatif était considéré comme inférieur, peu importe l'argent ou l'épanouissement que cela apportait. À cet instant, quelque chose en moi s'est tout simplement brisé. Toutes ces années à essayer de faire mes preuves, à chercher la validation, à espérer qu'il finirait par voir ma valeur, tout cela semblait si vain. J'avais couru après l'approbation de gens qui étaient incapables de la donner parce qu'ils ne valorisaient pas ce que je valorisais. Je suis retourné à la maison, j'ai affiché un sourire et j'ai joué le jeu pour le reste de la journée, tout en calculant mentalement exactement comment j'allais leur couper les vivres. Le lendemain, je me suis assis et j'ai fait une feuille de calcul de chaque centime que je leur avais donné au cours des 3 dernières années. Le total m'a rendu physiquement malade, 78 945 $. Ce n'était pas de l'aide. C'était un vol au ralenti. J'ai cessé de répondre à leurs textos, je n'ai pas décroché leurs appels, et j'ai juste commencé à faire ce qui devait être fait. D'abord, je me suis connecté à toutes mes applications bancaires et j'ai annulé tous les virements récurrents que j'avais mis en place pour eux. Ensuite, j'ai appelé mon conseiller financier et je me suis assuré qu'il ne pouvait accéder à aucun de mes comptes en tant qu'utilisateurs autorisés. Ensuite, j'ai appelé mes compagnies de cartes de crédit et je les ai également retirées en tant qu'utilisateurs autorisés. Puis j'ai fait quelque chose qui allait vraiment les toucher là où ça fait mal. J'ai appelé leur société de prêt immobilier. Il y a 6 mois, quand ils ont refinancé leur maison, j'avais co-signé le prêt parce que mon père avait eu des problèmes de crédit après un investissement raté. La banque ne leur aurait pas accordé le prêt sans ma signature. Ils avaient promis de faire tous les paiements à temps, bien sûr. J'aimerais vérifier un prêt immobilier que j'ai co-signé, ai-je dit au représentant du service client. Les paiements ont-ils été effectués à temps? Ils ne l'avaient pas été. 3 mois de retard. Mes parents avaient pris l'argent du prêt que je leur envoyais et le dépensaient pour d'autres choses. Pouvez-vous me dire combien il faut pour remettre le compte à jour, ai-je demandé. 8 427 $, frais de retard inclus, a-t-elle répondu. J'ai effectué ce paiement pour le mettre à jour, mais j'ai précisé que je ne ferai aucun paiement futur. Les emprunteurs principaux devaient s'en occuper eux-mêmes à l'avenir. Après avoir raccroché, j'ai envoyé un texto à ma mère, j'ai fait le dernier paiement sur votre prêt immobilier. Maintenant, vous êtes seul. Ne me contactez plus. Puis j'ai bloqué son numéro. Moins d'1 heure plus tard, ils se sont présentés à mon appartement. Tous les 3, maman, papa et Jared. Je les ai fait monter, pensant qu'il valait mieux en finir. Ma mère a fait irruption la première. Qu'est-ce que ça veut dire, a-t-elle exigé, agitant son téléphone avec mon texto à l'écran. Je pense que c'est assez clair, ai-je dit. Tu ne peux pas nous couper les vivres comme ça, a dit mon père. Nous sommes une famille. Une famille ne parle pas les uns des autres comme vous avez parlé de moi, ai-je répondu. Jared s'est avancé. De quoi tu parles? Tu fais ton cinéma. J'ai sorti mon téléphone et j'ai joué l'enregistrement. Leurs visages ont changé quand ils ont entendu leur propre voix. Quand ce fut terminé, le ton de ma mère a changé. Chérie, nous passions juste une mauvaise journée. Tu sais que nous apprécions tout ce que tu fais. Écoute, a finalement dit mon père, tout le monde se défoule parfois. Ça ne veut pas dire que tu abandonnes ta famille quand elle a besoin de toi. Ne sois pas un crétin sensible. Besoin de moi ou besoin de mon argent, ai-je demandé. Le visage de ma mère s'est durci. C'est comme ça que tu nous rembourses après tous les sacrifices que nous avons faits? Quels sacrifices exactement? La fois où vous avez dit à mon professeur de design que je traversais juste une phase? Ou peut-être quand vous avez manqué mon dîner de remise de diplôme pour assister au faux séminaire d'investissement de Jared? Leurs tactiques ont rapidement changé quand ils ont réalisé que la culpabilité ne fonctionnait pas, espèce de petite merde ingrate, a lancé Jared. Pour qui te prends-tu? Je suis le gars qui a financé cette famille pendant que tu jouais à l'homme d'affaires, ai-je répondu.
Ma mère a craqué. C'est pour ça que tu ne réussiras jamais. Aucune loyauté, aucune compréhension de ce qui compte vraiment. Tu n'es rien sans nous. Jared a craché, toi et tes petits dessins. Dehors, ai-je dit en ouvrant ma porte. Quand vous voudrez avoir une vraie relation qui n'implique pas mon compte en banque, peut-être que nous pourrons parler. D'ici là, c'est fini. Alors qu'il partait, ma mère s'est retournée. Tu le regretteras. Les liens du sang sont plus forts que tout. Apparemment pas plus forts que l'argent, ai-je répondu en fermant la porte. Après leur départ, je me suis assis sur mon canapé et j'ai attendu que la culpabilité me frappe. Le regret. Eh bien, ce n'est jamais venu. Au lieu de cela, j'ai eu l'impression d'avoir porté ce poids énorme pendant des années et de l'avoir enfin déposé. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression de pouvoir enfin respirer. J'ai mieux dormi cette nuit-là que depuis des années. Pas de rêve stressant sur le fait de décevoir mes parents. Pas d'anxiété à 3 heures du matin sur la façon dont je couvrirais leur prochaine urgence tout en payant mes propres factures. Juste un sommeil profond et réparateur. Pendant 2 semaines après leur avoir coupé les ponts, j'ai profité du silence. Puis le harcèlement a commencé. Pas de culpabilisation ni d'excuses, mais carrément des moqueries et des menaces. Jared m'a envoyé des textos depuis de nouveaux numéros, papa va avoir une promotion et ma nouvelle start-up est sur le point d'obtenir un financement majeur. Tu le regretteras quand nous serons riches et que tu dessineras encore des images pour vivre. Ils se sont même présentés à mon studio sans prévenir. Ils sont entrés alors que j'étais avec un client. Mon père a annoncé à voix haute, nous voulions juste te faire savoir que nous nous en sortons très bien sans tes aumônes, et Jared ici vient de susciter l'intérêt de 3 investisseurs en capital risque. Jared a souri narquoisement. Ouais, il s'avère qu'on n'a pas besoin de toi après tout. Tu as toujours été l'inutile de toute façon. J'ai calmement demandé à mon client de m'excuser un instant, je les ai accompagnés jusqu'au hall et j'ai demandé à la sécurité de les escorter dehors. Alors qu'on les emmenait, j'ai entendu ma mère dire, tu vois ? Aucune colonne vertébrale. Il reviendra en rampant quand il réalisera qu'il a besoin de sa famille. Le harcèlement ne s'est pas arrêté là. Mes parents ont commencé à répandre des mensonges sur moi à la famille élargie, on dit à tout le monde que j'étais ingrat et égoïste, que je les avais abandonnés dans leur moment de besoin. Certains parents les ont crus et ont commencé à me contacter pour prendre de mes nouvelles, en réalité juste pour me culpabiliser de renouer avec mes parents. D'autres étaient plus sceptiques, surtout depuis que mes parents leur demandaient soudainement des prêts. Ma tante m'a appelé un soir, confuse. Jim, ta mère vient de demander à emprunter 5 000 $ pour des réparations à la maison. Ne les as-tu pas juste aidés à refinancer leur prêt immobilier ? Tante, je vais te dire quelque chose et ensuite tu pourras prendre ta propre décision concernant le prêt, ai-je dit. J'ai expliqué les années d'exploitation financière, les commentaires méchants au barbecue, les paiements de prêts manqués. Elle est restée silencieuse un moment. Tu sais, ta mère a dit des choses similaires sur ton cousin Zach quand il a déménagé en Oregon, qu'il abandonnait la famille. Maintenant, je commence à voir un schéma. La nouvelle s'est répandue dans la famille. La plupart n'ont pas pris parti ouvertement, mais les prêts que mes parents demandaient sont soudainement devenus plus difficiles à obtenir. Les réunions de famille sont devenues gênantes car les parents ont réalisé qu'il y avait 2 versions très différentes de la réalité qui étaient présentées. À travers tout cela, mes parents ne se sont jamais excusés, n'ont jamais reconnu ce qu'ils avaient fait, ont simplement continué à insister sur le fait que j'étais le problème, ingrat, mentalement instable, corrompu par mon style de vie artistique. Même lorsque leurs histoires se sont effondrées, ils ont redoublé d'efforts plutôt que d'admettre la moindre faute. Pendant ce temps, j'ai installé des caméras de sécurité à mon appartement et à mon studio après que Jared se soit présenté ivre un soir, martelant ma porte et hurlant qu'il me ferait payer pour ça. J'ai obtenu une ordonnance restrictive après qu'il ait réessayé une 2e fois. La famille avait officiellement implosé. La vérité était enfin révélée, et j'étais d'un calme olympien. Avec ma famille hors de ma vie, mon entreprise a littéralement explosé. C'est aussi simple que ça. Plus de ponctions mensuelles de 1 000 $ signifiait que je pouvais réinvestir cet argent directement dans un meilleur équipement et du marketing. J'ai mis à niveau mes logiciels de design et j'ai enfin eu cette tablette graphique que je convoitais depuis des mois. J'ai engagé une assistante virtuelle à temps partiel pour gérer les tâches administratives que je détestais et j'ai commencé à animer des ateliers de design dans l'espace de coworking local, ce qui a attiré un tas de nouveaux clients. Mon portfolio s'est rapidement développé car je pouvais enfin me concentrer sans le drame familial constant qui drainait mon énergie.
J'ai décroché un contrat avec une brasserie artisanale qui s'est transformée en une refonte complète de la marque d'une valeur de 28 000 $. Puis j'ai pris une start-up technologique locale qui avait besoin d'une image de marque complète, du logo au site web. C'est là que j'ai rencontré Kai, un homme de 32 ans, un développeur web du tonnerre qui est devenu à la fois un collaborateur et un bon ami. Contrairement à ma famille, Kai respectait vraiment ce que je faisais. Nous prenions un café après les réunions de projet et parlions boutique pendant des heures. Ton travail sur la typographie déchire, mec, m'a-t-il dit une fois. Ce que tu as fait pour la brasserie? Ce n'est pas juste du design, c'est de l'art. C'était bizarre d'entendre quelqu'un complimenter réellement mon travail au lieu de le traiter comme une blague. Kai a commencé à me référer des clients, et je le faisais participer à des projets qui nécessitaient du développement web. Nous sommes devenus une équipe du tonnerre, capable d'offrir aux clients des forfaits complets, images de marque, design imprimé et web. Au bout de 4 mois, je refusais les petits boulots parce que mon emploi du temps était rempli de clients bien payés. Je suis passé du travail en solo à la sous-traitance avec Kai et un photographe pour offrir aux clients des forfaits complets. Je construisais enfin quelque chose de réel, un véritable studio de design, pas seulement moi qui galérais seul. Les revenus supplémentaires et l'espace mental m'ont permis d'améliorer ma vie aussi. J'ai acheté une BMW M3 d'occasion. J'en avais toujours voulu une. J'ai versé un acompte sur un condo avec un bureau à domicile. Fini la location, place à la propriété pure et simple. Pour une fois, je vivais ma vie selon mes propres termes. Pas de famille qui me sapait constamment, juste moi me concentrant sur mon art et le voyant porter ses fruits. Le plus drôle, c'est que dès que j'ai cessé de chercher désespérément l'approbation de mes parents, ma confiance en mon travail a grimpé en flèche. J'ai commencé à prendre plus de risques créatifs, à repousser les limites avec mes designs au lieu de jouer la sécurité, et les clients ont adoré. Un fondateur de start-up technologique m'a dit, « Votre travail a ce petit quelque chose de tranchant maintenant. C'est audacieux, distinctif. » Il ne savait pas que ce tranchant venait du fait de s'être enfin libéré de gens qui avaient passé des années à me dire que je n'étais pas assez bon. En l'espace de 6 mois après avoir coupé les ponts avec ma famille, j'ai doublé mes revenus. Pas en travaillant plus d'heures en fait, je travaillais moins mais en facturant ce que je valais et en me concentrant sur des clients à haute valeur. J'ai investi dans un véritable espace de studio, un loft aménagé dans un ancien bâtiment industriel du centre-ville. Briques apparentes, immenses fenêtres, des plantes partout, un espace qui inspirait réellement la créativité au lieu de mon coin de bureau exigu dans mon appartement. J'ai embauché 2 designers juniors pour aider avec le surplus de travail, j'ai engagé un véritable directeur commercial pour s'occuper de la partie financière, puisque ce n'était pas ma force, et j'ai lancé un compte Instagram présentant notre travail qui a explosé, 50 000 abonnés en moins d'1 an. L'entreprise est passée de Jim le freelance à Vertex Design Studio, une véritable opération avec plusieurs membres d'équipe et des clients qui faisaient la queue pour travailler avec nous. Nous avons même dû mettre en place une liste d'attente car la demande était si élevée. Et ma vie personnelle s'est améliorée aussi. J'ai commencé à aller régulièrement à la salle de sport, j'ai renoué avec de vieux amis que j'avais perdus de vue pendant les années où j'étais noyé dans le drame familial, et j'ai même recommencé à sortir. J'ai rencontré cette photographe incroyable nommée Mia lors d'un événement de l'industrie, qui trouvait ce que je faisais vraiment cool. Pour la première fois de ma vie, j'étais entouré de gens qui me valorisaient pour qui j'étais vraiment, pas pour qui ils voulaient que je sois. Des gens qui voyaient ma créativité comme un atout, pas un handicap. Pendant tous ces mois, mon cousin Zach m'a tenu au courant de la situation familiale. Non pas que je l'ai demandé, mais il pensait que je devais savoir. Tes parents ont dû annuler leur adhésion au country club, m'a-t-il texté un jour. Ton père essaie de vendre ses clubs de golf sur Facebook Marketplace. Quelques semaines plus tard, Jared a réemménagé chez tes parents. Il dit que c'est le temporaire en attendant que son contrat commercial se finalise. Puis la bombe, Jared a été arrêté pour avoir monté une escroquerie à l'investissement visant des personnes âgées de leur église. Même pas une fraude sophistiquée. Juste prendre de l'argent pour de faux investissements et le claquer dans des bars. Ta mère travaille à la caisse chez Kroger maintenant, m'a dit Zach. Elle continue de dire à tout le monde que c'est juste jusqu'à ce que le malentendu juridique de Jared soit éclairci. La dernière nouvelle était la plus révélatrice. Ils ont demandé des prêts à littéralement tout le monde dans la famille. Tes parents doivent environ 30 000 $ à divers parents. Maintenant, personne ne se fait rembourser. Leur image de famille dorée était brisée. Les parents qui les adoraient autrefois comparaient maintenant les notes sur combien d'argent on leur avait escroqué. Et moi,
j'étais là, décrochant mon plus gros client à ce jour, la refonte complète de l'image de marque d'une banque régionale d'une valeur de 175 000 $. Pas de drame familial, pas de distraction, juste une concentration pure sur mon travail. Je mentirais si je disais que je n'ai pas ressenti une petite pointe de satisfaction en apprenant leur chute. Non pas parce que je voulais qu'ils souffrent, mais parce que cela validait ce que j'avais toujours su. Toute leur vie était bâtie sur des mensonges et des apparences. Sans que je finance leur façade, la vérité était enfin visible pour tout le monde. L'arrestation de Jared a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour la plupart de la famille élargie. Il s'est avéré qu'il avait convaincu 3 membres âgés de l'église d'investir dans sa fausse start-up, prenant leurs fonds de retraite et les dépensant tous en vêtements de marque et dans des restaurants chics où il essayait d'impressionner des partenaires commerciaux potentiels. Quand ils ont commencé à poser des questions sur les retours sur investissement, il a continué à trouver des excuses jusqu'à ce que l'un d'eux contacte finalement les autorités. Mes parents, fidèles à eux-mêmes, ont refusé de reconnaître la réalité. Ils ont dit à tout le monde que c'était un malentendu qui serait éclairci d'un jour à l'autre. Que Jared était persécuté parce qu'il avait trop de succès trop jeune et que les gens étaient jaloux. Qu'il était comme Elon Musk, incompris par le grand public. Mais cette fois, personne ne gobait leurs conneries. Les membres de l'église que Jared avait escroqués étaient des piliers respectés de la communauté, des gens qui connaissaient mes parents depuis des décennies. Les preuves étaient accablantes, et Jared faisait face à de véritables accusations criminelles. En désespoir de cause, mes parents ont commencé à vendre leur symbole de statut. La voiture de luxe a été remplacée par une berline d'occasion. Les vêtements de marque sont apparus sur les portants des dépôts-ventes. Ils ont même mis leur maison en vente, prétendant qu'ils réduisaient leur train de vie pour la retraite plutôt que d'admettre qu'ils ne pouvaient plus se permettre le prêt immobilier. Ma mère, qui n'avait jamais travaillé un jour de sa vie parce qu'elle pensait que c'était indigne d'elle, a dû prendre un poste de caissière à l'épicerie locale. Mon père, qui avait passé des années à prétendre qu'il était un cadre supérieur, travaillait maintenant de nuit comme agent de sécurité dans un immeuble de bureaux. Leur cercle social s'est évaporé du jour au lendemain. Les mêmes personnes qu'ils avaient passé des décennies à impressionner avec leur faux succès ne voulaient soudainement plus rien avoir à faire avec eux. Les amis du country club ont cessé de répondre à leurs appels. Les voisins traversaient la rue pour éviter la conversation. Les membres de l'église chuchotaient quand ils passaient. Pendant ce temps, mon studio a été présenté dans une grande publication de design. Nous avons remporté 3 prix de l'industrie en un an. J'ai été invité à parler lors d'une conférence nationale sur la stratégie de marque. Chaque succès était plus doux parce que je l'avais atteint selon mes propres termes, sans leur aide ni leur approbation. Je ne me suis pas vanté. Je n'ai pas publié mes succès là où ils pourraient les voir. Je n'ai pas essayé de leur frotter au visage. J'ai juste tranquillement construit la vie que je voulais pendant qu'ils faisaient face aux conséquences de leur choix. Mais une partie de moi attendait le moment inévitable où ils finiraient par ravaler leur fierté et me contacter. Cela a pris presque un an, mais ce moment est finalement arrivé. Près d'un an après leur avoir coupé les ponts, je suis revenu d'une réunion client pour trouver mes parents et Jared assis dans le hall de l'immeuble de mon studio. La sécurité a appelé en haut, disant qu'ils étaient là depuis 3 heures, à attendre. « Vous voulez que je les escorte dehors ?» a demandé le garde. « Non, faites-les monter » ai-je répondu. Quand ils sont entrés, je les ai à peine reconnus. Les vêtements de marque de mon père étaient remplacés par un jean Walmart et un polo délavé avec une tache de café. Les cheveux parfaits de ma mère montraient maintenant des racines grises. Jared avait l'air le pire, mal rasé, portant un sweat à capuche qui semblait avoir servi de pyjama. Je ne leur ai pas offert de siège, je me suis juste appuyé contre mon bureau, les bras croisés. Le studio ferme dans 10 minutes, ai-je dit. Mon père est allé droit au but. Fils, nous avons besoin de 38 000 $ d'ici vendredi ou nous perdons la maison. La banque ne prolongera plus. Jared a aussi des frais de justice, a ajouté ma mère. Un malentendu d'investissement. Vous voulez dire une fraude, ai-je corrigé. Mon père a coupé court. Écoute, nous avons fait des erreurs. Nous le savons. Mais nous sommes toujours une famille. Je les ai regardés pendant un long moment, j'ai soupiré profondément, je me suis dirigé vers mon bureau et je me suis assis. Laissez-moi regarder mes comptes, ai-je finalement dit, en ouvrant mon ordinateur portable. Ils se sont regardés avec des sourires pleins d'espoir. Peut-être qu'on peut mettre en place un plan de paiement, a suggéré mon père avec empressement. Nous te rembourserons chaque centime. J'ai hoché la tête d'un air pensif, en cliquant sur mon application bancaire.
J'ai bien quelques fonds disponibles. Il faut juste que je déplace quelques trucs. J'ai tourné l'écran vers eux. Le solde à 6 chiffres était plus que suffisant pour les sauver. Pas un centime pour les gens qui ont ri dans mon dos, ai-je dit. Mon père fixait le nombre. Je pourrais facilement vous aider, ai-je dit doucement. Ma mère a souri. Oh, Jim, nous savions que tu ne nous abandonnerais pas. J'ai fermé l'application et mon ordinateur portable. Mais je ne le ferai pas. Il y eut un silence gêné. Qu'est-ce que tu veux dire, a finalement demandé mon père. Nous sommes sur le point d'être sans abri. Tes propres parents? Je me suis penché en avant. Vous vous souvenez de ce que vous avez dit après que je vous ai coupé les vivres? Que vous n'aviez pas besoin de mon argent pathétique? Que vous réduisiez votre train de vie par choix? Que j'étais inutile de toute façon? Leurs visages sont devenus pâles. Le désespoir de mon père s'est transformé en colère. Alors c'est ça? Tu vas juste nous laisser tout perdre? Vous avez déjà perdu tout ce qui avait de la valeur, ai-je dit, en regardant ma montre. Vous avez aussi perdu votre fils inutile. La sécurité va vous escorter dehors. S'il te plaît, Jim. Nous te rembourserons. Nous le promettons. J'ai réellement ri. Tout comme vous avez remboursé oncle Dave, tante Lisa et cousin Zach? Le choc sur leur visage a confirmé ce que je savais déjà. Ils pensaient que personne ne comparait les notes. Dehors, ai-je dit en appuyant sur le bouton d'appel de la sécurité. Ne revenez pas. Et depuis ce jour, je n'ai plus entendu parler d'eux. J'ai appris par ma tante qu'ils ont dû déménager dans un appartement plus petit. Jared faisait toujours face à des accusations. En bref, foutu. Alors dites-moi, Reddit, suis-je le? Ai-je fait le bon choix? Parce que pour moi, j'ai le sentiment d'avoir bien fait. J'ai gagné chaque centime sur mon compte avec ma carrière inutile.